Retrouvez Le Point avec Equatorial Congo Airlines. Pierre, bienvenue chez vous. Gilles Laconi, bonjour. Bonjour Raissa. Est-ce que vous êtes prêt à faire le point? Absolument. Gilles Laconi, vous êtes PDG de Acosphère, une structure que vous avez créée, cofondée avec votre épouse Nadia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est Acosphère? Acosphère, imaginez que vous fassiez du sport. Je sais que vous avez reçu quelques sportifs, notamment des rugbymen et des basketteurs, mais imaginez que vous fassiez du sport. Sur un terrain de sport, vous avez, par exemple, un terrain de basket, vous avez 5 joueurs d'un côté et 5 joueurs de l'autre. Acosphère, c'est la société qui va être le coach et qui va aider l'une des équipes à gagner. Donc nous avons une société de conseil et nous aidons nos clients à faire de la croissance commerciale et nous les aidons également sur tout ce qui est leadership, développement humain, pour trouver les meilleurs potentiels sur les marchés sur lesquels ils travaillent afin de réaliser des croissances exceptionnelles. D'accord. Alors pour en arriver là, parce que cette compagnie, donc, vous l'avez créée vous avez commencé les activités en 2005 à peu près, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant. Pour en arriver là, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre parcours avant ça? Écoutez, je vais remonter un petit peu et faire un peu d'historique. Je parlerai de moi, mais je parlerai surtout aussi de Nadia, qui est mon partenaire à parts égales. Alors je vais commencer par Nadia. Nadia est une femme exceptionnelle. Je ne sais pas trop comment elle fait, mais elle écrit pour Forbes, notamment un rapport annuel sur les 100 femmes les plus influentes d'Afrique. Elle est invitée à différents forums et colloques pour parler. Elle a fait des études de sociologie au départ, spécialiste de la communication. Elle a travaillé notamment et mis en place le département de la communication à la Banque centrale d'un des pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle a aussi travaillé dans la pub et elle a été journaliste pendant longtemps. Elle m'a rejoint pour qu'on crée cette entreprise. Nous étions déjà mariés et elle a un rôle dans l'entreprise qui est un rôle parallèle au mien, donc ça fonctionne extrêmement bien. Elle s'occupe notamment de la finance, elle s'occupe aussi des ressources humaines et elle adore former, elle adore travailler dans la formation. Quant à moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle tout simplement chez Xerox. J'ai eu beaucoup de chance. Xerox m'a permis de me développer à travers le monde. J'étais commercial, vendeur, d'où la focalisation sur la croissance commerciale chez Acosphère pour nos clients. J'étais commercial pour Xerox à Paris. Je tapais aux portes pour demander si les gens voulaient des copieurs et des machines à écrire. Voilà comment est-ce que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Ceci m'a amené à ensuite aller en Angleterre pour faire du marketing et m'occuper du marketing pan-européen pour Xerox, pour 16 sociétés assez jeunes. J'avais encore 27-28 ans. Et de là, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis. J'étais le seul étranger à partir aux États-Unis comme chef de vente, où j'ai passé 2 ans. Et je suis quelqu'un de très chanceux. Ma deuxième année, j'étais le seul étranger. Il y avait 500 chefs de vente et j'ai été premier. Et donc, les choses ont fait que Xerox m'a suggéré de partir du New Jersey, qui est un petit territoire à côté de New York, où je manageais 8 personnes, pour partir en Égypte, qui est la plus grande société de Xerox en Afrique, où il y avait 1000 personnes, et devenir directeur général. C'était ma première expérience de management à ce niveau-là. On a passé 3 très belles années, durant lesquelles je me suis marié avec Nadia. On a passé 3 très belles années en Égypte. Beaucoup de croissance humaine, beaucoup de croissance commerciale. On avait un taux de croissance à peu près 3 fois la croissance du marché sur notre secteur. Et puis de là, j'ai eu la chance de travailler en Allemagne, au bord de Xerox Allemagne, puis de m'occuper de l'ensemble du marketing de Xerox à travers l'Europe pour un certain nombre de produits. J'ai quitté Xerox et j'ai travaillé dans 2 autres sociétés en tant que directeur des ventes et du marketing global avant de créer Acosphère avec Nadia. Et pourquoi est-ce que vous avez eu l'envie de créer cette compagnie? Parce que finalement, ça se passait très bien, votre carrière
progresser, j'ai envie de dire, de manière aussi exponentielle que vos chiffres. Comment est-ce que vous avez eu envie de passer, de devenir votre propre chef et d'avoir votre propre compagnie? Écoutez, deux raisons. L'une, une raison que Nadia a évoquée, en me rappelant que quand nous nous étions mariés, je lui avais dit que vers l'âge de 45 ans, j'essaierais d'être indépendant, si ce n'est financièrement, en tout cas du point de vue de l'entreprise. Donc elle m'a rappelé ça. Et par ailleurs, je me suis dit à ce moment-là, écoute, tu fais des croissances dans les postes que tu as dans l'entreprise qui vont de 2 à 3 à 5 à 10 fois les croissances habituelles. Mais à chaque fois, au sein d'une entreprise, pourquoi ne pas mettre tes compétences à la disposition de beaucoup de clients en même temps? Et c'est vraiment de là qu'est venue l'idée de monter Acosphere. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles? Et si oui, lesquels, au moment de créer la compagnie et de vous établir en tant qu'indépendant, qu'entreprise indépendante? Je crois que quand on se lance dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, on est face à la réalité très vite. J'avais cette espèce d'utopie ou de naïveté en me disant que je n'aurais pas besoin de dépenser mes propres sous, que les banques allaient me prêter de l'argent pour monter mon entreprise. Donc on avait fait un business plan sur 5 ans en montrant à la banque que peut-être que la première année on n'aurait pas trop de revenus, mais que tous les ans on allait doubler le chiffre d'affaires. Et puis au bout d'un mois et demi de discussion qui n'allait nulle part, on a décidé de vraiment avancer de nous-mêmes et de lancer l'entreprise sur la base d'une conférence qu'on a organisée pour mon ancien employeur. Très souvent, quand on se lance son entreprise et qu'on quitte le monde corporatif, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de s'assurer que son ancien employeur soit en bon terme et vous donne déjà du business. Et donc, on a lancé une conférence qui leur a permis de lancer leur année et aussi de planifier à 3 ans. Et c'est de cette façon-là qu'on a lancé notre entreprise et on a tout de suite sauté 1 an par rapport à notre business plan et réalisé les revenus que l'on espérait faire les années suivantes. Donc là, vous avez gardé de bons contacts, ça a été votre premier client. Et comment vous êtes allé chercher les autres? Le cœur même de notre métier, c'est le commerce, la vente, tout ce qui est business development. Et donc, il a fallu s'assurer que l'on prêche auprès de nos clients, que l'on le mette en place également chez nous. Au départ, j'étais aussi bien le directeur général de l'entreprise que le vendeur qui allait démarcher les clients. On a tapé un petit peu à des portes de gens qu'on connaissait, mais on a également fait de la prospection sur des fichiers. Et puis, ce qui s'est passé d'abord les 4 premières années, c'est que nos clients, étant contents et satisfaits, nous ont référencés auprès d'autres clients. Donc, les 4 premières années, on n'a pas eu besoin de faire trop de prospection, mais à partir de la 4e année, on a commencé à le faire, et la 5e année, on a recruté un commercial pour commencer à le faire réellement. Et ce qui nous a permis de faire croître notre potentiel de clients et de prospects. Alors, j'ai l'impression que vous avez une formule secrète pour permettre justement à ces entreprises de multiplier leurs chiffres. C'est quoi le secret finalement? On utilise une méthodologie très stricte. Donc nous, ce que nous faisons, ce que nous pratiquons, c'est l'immersion chez le client. L'immersion chez le client, ça veut dire qu'on ne demande pas une salle à côté pour faire de la recherche ou travailler pour le client sur un thème donné, mais on se met réellement au sein du pupitre ou au sein de la salle de marché si c'est une banque ou au sein de la salle où tout le monde est assis pour bien comprendre comment fonctionne l'entreprise. Nous parlons à tous les niveaux de l'entreprise, au niveau du CEO, au niveau également du président directeur général, au niveau des directeurs de l'entreprise, mais aussi chaque employé. Comme nous travaillons beaucoup sur la force commerciale, nous passons du temps avec les vendeurs. Et finalement, le dernier point, c'est que nous allons voir les clients et des concurrents également sur le marché. En parallèle, nous faisons pas mal de recherches fondamentales sur Internet et sur d'autres sites que nous avons, afin de bien comprendre et de bien faire la quadrature du cercle autour de notre client et de ce qu'ils font et de l'état actuel de leur situation. Ensuite, on définit avec eux et avec les gens auxquels on a parlé, notamment les clients, quel est l'état désiré. Et on le met en place. On le met en place par des formules de test d'abord, avant de mettre en place des formules plus pérennes et coacher l'ensemble de l'entreprise sur les objectifs désirés. Donc c'est une formule plutôt complète et globale. Vous avez à un moment donné eu des clients en Afrique également.
Vous avez donc décidé de vous élargir, d'élargir vos activités. Comment est-ce que vous avez su vous faire connaître des Africains et des entreprises africaines? Alors, je vais peut-être faire un retour en arrière, juste une seconde. Nous avons 3 services. Le premier, c'est du conseil, et je vous ai expliqué la méthodologie qu'on utilise pour le conseil. Le deuxième, c'est parfois nos clients n'ont pas les compétences humaines requises. C'est-à-dire, par exemple, il leur manque un directeur général, ou il leur manque un directeur des ventes, ou il leur manque une directrice ou un directeur des ressources humaines. À ce moment-là, ce que l'on fait, c'est qu'on loue nos services. Quand vous avez besoin d'une voiture de location, vous allez chez Hertz, chez Avis ou ailleurs, et quand les clients ont besoin de potentiel humain qu'ils n'ont pas, ils viennent chez nous et on leur loue les services d'un directeur général, d'une directrice des ressources humaines, d'une directrice commerciale pendant un temps donné. La troisième chose que nous faisons, c'est de la formation, et on joue un petit peu sur le mot en disant qu'on fait de la transformation. On aide les gens à passer d'un état à l'autre. À travers des modules qui existent ou des modules que nous créons spécifiquement pour les clients selon leur marché. En Afrique, nous avons travaillé dans différents pays, mais beaucoup au Nigeria, qui est un pays anglophone, pas parce qu'on habite à Londres, mais simplement parce qu'il y a des besoins énormes. C'est un pays qui a quand même 170 millions d'habitants, des entreprises d'une certaine taille, et nous avons travaillé dans différents secteurs d'activité, notamment le secteur de la finance, où nous avons eu des projets de transformation ou de formation du leadership, ou alors des forces de vente ou des ressources humaines de nos clients. Beaucoup de travail au Nigeria, un tout petit peu en Côte d'Ivoire et un tout petit peu au Sénégal. Et sur ces différents publics, justement les anglophones et les francophones, en termes de mentalité d'entreprise, est-ce que vous avez noté des choses particulières, vous qui avez été au contact, donc, depuis le top management jusqu'aux employés, on va dire d'un niveau un peu plus modeste? Ce qui me frappe souvent, c'est que je suis francophone, je suis issu du métissage, en sens que j'ai un père béninois, une mère sénégalaise, je suis sénégalais d'abord, et je suis aussi français. Donc je suis un métis ou un habitant du village global. Mais ce qui me frappe souvent, c'est que on a souvent tendance à avoir une mentalité qui est un petit peu réduite. Ce n'est pas un jugement, c'est juste une constatation. Et en réalité, l'opportunité, elle est plus globale aujourd'hui, particulièrement en 2016. Donc moi, ce que je vois, la différence entre les francophones et les anglophones, c'est plus que les anglophones sont prêts à s'assurer d'avoir et d'acquérir toutes les opportunités qui sont en face d'elles, qu'elles ce soit dans un pays anglophone, dans un pays francophone. Les francophones vont plus être intellectuels ou intellectualiser ça. En Afrique, je parle bien des francophones en Afrique. Intellectualiser les choses, discuter, parler encore, etc. Et pendant ce temps-là, les anglophones, notamment les Nigérians, ont pris 2-3 décisions déjà et fait du business. Donc la mentalité est légèrement différente. La prise d'action est plus rapide dans les pays anglophones que dans les pays francophones. En termes de développement, puisqu'on s'intéresse beaucoup au développement du continent et aux initiatives qui sont prises dans ce sens-là, à votre niveau, avec l'expertise qui est la vôtre, quelle est selon vous la clé du secret? C'est le développement de l'Afrique qui viendrait par vous? Alors, je pense que c'est d'abord un développement humain. Nous avons en Afrique un potentiel extraordinaire. Il faut tout d'abord qu'on y croit. Il faut que des gens qui sont à des postes aussi bien dans les gouvernements que dans le milieu corporatif aident les employés, aident le peuple, aident le public, aident leurs amis à y croire, à croire en eux d'abord, à croire en leur potentiel et en potentialité. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est importante à mon sens, c'est que par-delà cette croyance, il faut qu'elle devienne une conviction. Et pour cela, il faut que chacun investisse du temps. À l'école, à l'université, investisse du temps pour lire, investisse du temps sur Internet. Aujourd'hui, on peut quasiment tout apprendre. On peut suivre un MBA tout seul sans avoir à jamais aller dans une université quelconque. D'ailleurs, sur Internet, il y a les cours de Stanford, de Harvard, de l'INSEAD qu'on peut retrouver. Donc il faut que les gens prennent du temps pour eux pour vraiment se développer et apprendre des nouveaux concepts sur le management, sur le leadership, sur la vente, sur les ressources humaines. Et ça partout en Afrique. Il faut que ceux qui ont des connaissances aident, soient des moteurs en fait pour que d'autres les suivent, qu'ils les inspirent. Le développement personnel est fondamental.
On a tendance dans l'entreprise à devenir un petit peu des moutons, je vais dire, hein, dans le sens où on a un salaire, on a un certain confort chez soi, donc on prend un bus ou un métro ou une voiture pour aller au travail, on revient du travail, il y a la télévision, quelques sorties, des amis, des activités telles que des activités de sport, mais pas beaucoup de choses qui permettent de se développer soi-même. Il faut aller à des cours, suivre des cours qui sont fournis dans le pays. Il y en a beaucoup maintenant au Nigeria, au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, au Maroc, en Afrique du Sud. Suivre des cours pour se perfectionner constamment. Et je crois qu'avoir le sens du développement continu, c'est ce qui permettra à l'Afrique de vraiment réaliser son potentiel. Alors Gilles Acogny, vous venez de parler de développement personnel et justement en Afrique, j'ai l'impression que c'est une notion qui n'est pas forcément connue de tous. À votre avis, comment est-ce que c'est perçu quand vous allez dans ces entreprises faire des transformations, hein, je reprends votre expression, comment est-ce que c'est perçu et par les employés et par les employeurs, cette histoire de développement personnel? Écoutez, je vais vous donner un exemple d'une société dans l'assurance santé avec laquelle nous avons travaillé au Nigeria. Le patron, le CEO de l'entreprise est d'origine indienne et avait décidé avec son board de mettre en place un curriculum pour l'ensemble de sa force de vente, 40 personnes, hommes et femmes. C'était quelque chose d'assez nouveau pour eux. Certains d'entre eux avaient suivi des cours par-ci, par-là, mais avoir un cursus qui dure 12 à 15 mois, c'était vraiment réellement nouveau. Et on a touché un point très important, c'est que le développement que nous apportons à l'entreprise n'est pas suffisant. Nous leur avons apporté un tas de connaissances et de sensibilité sur le fait qu'il y a des chaînes sur Internet sur lesquelles vous pouvez aller et trouver des thèmes donnés sur lesquels vous vous développez. Et tout l'ensemble de l'équipe, au fil des 12 mois, nous racontait à chaque fois que nous venions, nous sommes venus 4 fois, à chaque fois que nous venions, le développement qu'ils ont pu faire, les choses qu'ils ont trouvées sur Internet. Et je pense que c'est une chose qui est devenue une habitude maintenant. Donc il faut simplement que certaines personnes puissent inspirer d'autres personnes dans nos pays pour pouvoir aller plus loin. Nous lançons un programme dans quelques mois que nous allons lancer petit à petit dans différents pays. Pour l'instant, nous avons sélectionné un pays francophone dans lequel nous allons le faire, qui est le secret des meilleurs orateurs au monde. Comment est-ce qu'ils prennent la parole? Et ce programme va expliquer l'art de la prise de parole en public. Ça permet en fait aux gens d'avoir un métier. Aujourd'hui, ce que peu de gens savent, c'est qu'un orateur de classe mondiale est la personne la mieux payée au monde, mieux qu'un footballeur. Nous avons une connaissance, un ami qui est un spécialiste de ce thème et qui en 1 heure et demie, son chèque le plus important a été de 500 000 livres en 1 heure et demie. Même un footballeur ne gagne pas ça en 1 heure et demie. Comme voilà. Quoi, c'est plutôt un filon à exploiter. Donc vous essayez de communiquer là-dessus, d'encourager les gens finalement. D'abord à prendre confiance en eux, à se développer personnellement et puis ensuite à écouter ces orateurs. Exactement, exactement. Et ils apprennent beaucoup sur Internet, sur YouTube. Il y a énormément de formation à valeur ajoutée pour les gens, que ce soit sur le leadership, sur le management, sur la vente, sur les ressources humaines, sur l'art de la prise de parole en public, sur la façon de se préparer comme Usain Bolt ou comme Michael Jordan ou comme LeBron James, avoir la mentalité de gagneur. Gilles Acogny, au moment où nous faisons ce point, quel est votre point d'interrogation? L'avenir... Le potentiel de l'Afrique est extraordinaire. L'avenir des pays européens se réduit. Si vous regardez sur la phase 2000 à 2014, l'Europe, telle que nous la connaissons, a fait 20% de croissance, donc 1,5% de croissance tous les ans. Pendant ce temps-là, l'Afrique a fait 112% de croissance, donc pas loin de 20% de croissance tous les ans. L'avenir de l'Afrique est un peu l'avenir du monde aujourd'hui. J'aimerais bien que cet avenir soit d'abord aux Africains et ensuite au reste du monde. Quel est votre point d'exclamation? La réussite. La réussite est un thème qui est aujourd'hui lié à l'argent. Mais la réussite, ça n'est pas simplement l'argent. J'aimerais que mes enfants puissent grandir, croître, se développer dans un monde où la réussite est mise en avant
mais aussi bien l'aide que l'on peut apporter à son prochain que l'argent que l'on génère en faisant du business. Quels sont vos points de suspension? L'Angleterre et l'Europe. Je crois qu'avoir tout dit. Nous venons de voter pour sortir de l'Europe. Si je dis Afrique, quel est votre point fort? Le potentiel humain. Le potentiel humain est extraordinaire. Il faut simplement... on a une tête, un cœur et des mains. D'accord? En anglais, ça rime puisque c'est head, heart and hands. Tout commence par un H. On a tendance, dans nos pays francophones notamment, à être plus cérébral. Il faut vraiment lier le cœur au cerveau et ensuite agir. Il faut vraiment que nous soyons dans l'activité constante, que nous ne passions pas trop de temps à réfléchir, mais que nous prenions des actions qui permettent au continent d'avancer. Notamment que nous aidions les jeunes à développer des entreprises, à développer leur business. Si je dis Afrique, quel est le point faible? C'est un peu comme le revers de la médaille. C'est l'homme, le potentiel humain. Si les hommes ne croient pas réellement à leur potentiel, ou si les gens autour d'eux, pour des raisons variées, telles que la peur, simplement, ne les aident pas à développer leur potentiel, on avancera d'un pas, on reculera de 2 pas, on avancera de 2 pas, on reculera d'un pas. Il faut qu'on avance constamment. Chaque pays africain a le potentiel de croître à 8, 9, 10%. Aujourd'hui, la moyenne sur les 10, 15, 20 dernières années de croissance en Afrique, c'est entre 5 et 6%. Il faut vraiment que tout le monde y croie, que les dirigeants, mais aussi que chacun essaye de se développer pour que la croissance générale soit à 2 chiffres. Quel est votre meilleur souvenir d'Afrique? Mon meilleur souvenir d'Afrique, c'est certainement l'île d'où je viens, qui est l'île de Gorée, où dès que j'y mets le pied, je suis juste simplement transporté. Il n'y a pas de voiture, pas de vélo, 900 mètres de long, 600 mètres de large, tout le monde se connaît, tout le monde sourit, tout le monde vit. Et ça, c'est l'Afrique pour moi. Mais j'ai ressenti la même chose quand je suis reparti au Nigeria il y a quelques années pour commencer à travailler. J'ai ressenti la même chose en 2016, en mars 2016, quand j'étais en Côte d'Ivoire, qui est un pays qui est vraiment en train de repartir. J'ai ressenti souvent la même chose en allant en Afrique du Sud, ou en Égypte, ou au Maroc cette année. Donc partout en Afrique, il y a cette fraîcheur, cette envie d'aller de l'avant, cette envie et cette joie de vivre. L'île de Gorée toutefois. Quel est votre pire souvenir d'Afrique? C'est difficile à dire. J'ai une façon de penser qui fait que quand il y a des choses qui sont pénibles ou douloureuses, j'ai tendance à les évacuer. Peut-être mon pire souvenir, c'est quand je repense au décès de ma mère, que je suis allé enterrer au Sénégal, parce que j'aimerais qu'elle soit encore là. Quel est votre vœu le plus cher à propos de l'Afrique? Que l'on croit les uns aux autres, que l'on oublie les frontières qui ont été créées de façon artificielle au moment des colonisations ou de l'indépendance plutôt, que l'on croit en l'autre et que l'on ait confiance en l'autre. Aujourd'hui, trop souvent, on a tendance à manquer de confiance dans son frère et sa sœur africains et dans son frère et sa sœur humains, puisque par-delà l'Afrique également, le reste du monde peut contribuer. Mais qu'on croit, qu'on ait confiance les uns aux autres et qu'on s'entraide. En un mot, quelle est selon vous la clé du développement de l'Afrique? Tout simplement l'homme et la femme. L'homme dans le sens générique. Enfin, Gilles Acogny, quel est votre point final? Le bonheur. Le bonheur. C'est une chose qui est, comment dirais-je, facile à avoir et en même temps difficile. Qui est présente tout le temps et qui est en même temps diffuse. Le bonheur, c'est quelque chose de très simple. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un film qui s'appelle Kung Fu Panda. Et dans Kung Fu Panda, l'un des personnages dit la chose suivante. Je vais le dire en anglais et ensuite en français. Yesterday is history. That means it's gone. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. Et parfois je dis a gift of God. And that's why it's called present. It's a present, un cadeau. Donc hier, tout ce qui s'est passé hier est parti, est disparu, est terminé. Demain, c'est un mystère. Aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui est un don de Dieu. Et donc,
on appelle présent. Soyez présent aux opportunités qui sont constamment là. Soyez présent à l'autre, soyez présent pour vous et vous trouverez le bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous souhaitez réagir à cet entretien? C'est possible en écrivant à lepoint@voxafrica.com ou en nous recherchant sur Twitter et Facebook. C'était Le Point avec Equatorial Congo Airlines. Iker, bienvenue chez vous.